Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Tous à des degrés divers, nous avons été bercés par la publicité. C'est l'histoire de ce phénomène moderne que Franck Ferrand a entrepris de nous raconter cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai sous les yeux le bel album que Pierre Lescure consacre aux publicités d'hier et même d'avant-hier. Nous allons y venir. De quoi nous rappeler une foule de souvenirs. C'est incroyable comme la publicité fait partie de notre vie aujourd'hui. On a parfois tendance à l'oublier ou à vouloir l'oublier. Alors, pour nous mettre en jambes, je vous propose de vous raconter la destinée inouïe du père de la pub en France, Marcel Bleustein-Blanchet. Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question que vous pose Stéphane via la page Facebook de l'émission sur l'origine du mot Yankee. Voilà, et bien pour le moment, je vous propose de revenir aux origines d'un phénomène que nous sommes bien placés pour connaître sur Europe 1, la publicité. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Des gens d'esprit disent volontiers que le premier de tous les publicitaires a été le serpent au paradis terrestre, disait Marcel Bleustein-Blanchet. Il avait un excellent produit. Il connaissait bien son marché potentiel, il affirmait avec force un besoin impérieux et pratiquait déjà 2 recettes de base de la publicité, la consigne d'achat et la répétition. Croque la pomme, croque la pomme. C'est vrai que c'est une façon de relire la genèse. La publicité, ajoutait-il, c'est vendre des courants d'air, mais ce sont ces courants qui font tourner le moulin. Je pense qu'on est là au cœur même de cette espèce de credo qui aura été celui des grands publicitaires de la première moitié du XXe siècle. Marcel Gobineau abonde dans le sens de Marcel Bleustein. Il nous dit « Le miracle de la publicité, c'est de créer l'envie et le besoin, c'est son action sur les masses, c'est l'accroissement de la consommation, c'est le développement de la production sous toutes ses formes. » On est là en 1951, vous voyez qu'on était déjà intégralement conscient de tous les enjeux du phénomène. Dès que paraît un nouveau mode d'expression, cinéma, radio, télévision, la publicité est là, on compte sur elle, on établit un budget sur elle et si l'on entreprend, c'est grâce à elle. C'est en 1926, donc vraiment tôt, 1926, il y aura bientôt 90 ans, que le tout jeune Marcel Bleustein décide de créer sa propre agence de publicité, Publicis. 6, alors bon, on peut publier, on voit d'où ça vient. 6 comme 1906, c'est sa date de naissance, comme 1926, la date de la création de sa boîte. Entre parenthèses, ça veut dire qu'il a tout juste, il n'a même pas 20 ans au moment où il ouvre cette société. Il ne s'appelle pas d'ailleurs encore Bleustein-Blanchet. Blanchet, c'est son nom de résistance. Il l'adjoindra à son patronyme après la Libération. Le logo de ce qui, au début, n'est encore qu'une petite société, représente un lion. C'est le signe zodiacal de Marcel qui est né un 21 août, né à Enghien-les-Bains. En fait, c'était pas le lieu de résidence de ses parents, c'était le lieu de leur résidence secondaire. Ils avaient une petite maison de campagne à côté du lac d'Enghien et c'est là qu'il va donc naître parmi 9 enfants. On est dans une grande famille. Vous savez, ces familles juives très pratiquantes du début du XXe siècle. Les parents habitent pour les 3/4 du temps à Paris, au 49 boulevard Barbès, où ils tiennent un magasin de meubles. La mère de Marcel est également, il faut le dire parce que ça jouera un rôle non négligeable dans sa formation et dans l'esprit qui sera le sien par la suite. Elle s'occupe beaucoup de toutes sortes d'associations caritatives. Elle est très investie, vous savez, dans les charités, etc. Il faut se remettre dans le contexte, tout simplement. 1906, on est au moment de la réhabilitation du capitaine Dreyfus. On est juste, on va dire, au lendemain de l'affaire Dreyfus et les familles juives très impliquées dans cette affaire et dans tout ce qui a suivi, évidemment, ont compris qu'elles avaient peut-être plus d'efforts, qu'elle devait se battre d'une certaine manière. C'est dans ce contexte, c'est dans cette espèce de fourmillement-là que naît Marcel. Oh, c'est un enfant turbulent, il faut le dire, assez impétueux, pas très studieux, mais avec cet esprit vif qui fait à la fois les cancres et les génies, si je puis dire. Souvent ça va de pair d'ailleurs, c'est assez étonnant. Il adore le cinéma. C'est Jean Mauduit, l'un de ses grands biographes, et je salue Jean Mauduit au passage s'il nous écoute. C'est lui qui nous dit, je cite,
il a un copain dont les parents exploitent une petite salle rue d'Oudoville et qui le fait profiter gratuitement en le faisant passer à quatre pattes devant la caisse pour n'être pas vu par la caissière, des chefs-d'œuvre de l'art muet des années 1900, les Fantomas, Musidora, Satanas, dont il nourrit son imaginaire. Ça a dû être important, vous savez, cette révolution du cinématographe pour des enfants qui sont nés avec lui littéralement et qui ont été bercés par ce qui à l'époque paraissait encore tout simplement miraculeux. Il fréquente l'école de la rue de Clignancourt, on n'est pas loin du magasin de ses parents, le petit Marcel, l'autre petit Marcel si je puis dire. Il est toujours au fond de la classe et il est assez dissipé. Il va quitter l'école, il a à peine 14 ans. Alors d'ailleurs c'est amusant parce qu'il a quand même eu le temps de passer son certificat d'études et sur le bulletin général, vous savez, qui accompagnait le certif, le proviseur avait écrit « c'est lire, écrire et compter ». On peut pas dire que ce soit un commentaire très brillant. Mais bon voilà, au moins c'était déjà ça. Il y en a tellement qui aujourd'hui arrivent au baccalauréat sans savoir bien ni lire, ni écrire, ni compter. C'est un autre sujet. Donc, on l'inscrit au cours privé de l'avenue de Ségur. Ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est entrer dans la vie active. Vous savez, il y a ces adolescents comme ça qui veulent vivre, qui veulent entrer dans le monde professionnel. Lui, il fait partie de ceux-là. Il veut travailler, ça tombe bien puisque son beau-frère, je vous ai dit qu'il a toutes sortes de frères et de sœurs, son beau-frère Wolf Lévitan possède un magasin de meubles. On connaît les meubles Lévitan bien entendu et si on les connaît, entre parenthèses, c'est grâce à Marcel et c'est grâce à son fameux slogan « Bien bonjour monsieur Lévitan, vous avez des meubles, vous avez des meubles ». Non, ça vous dit rien du tout ça visiblement Céline, mais non, mais vous êtes trop jeune, qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez des meubles qui durent longtemps, plus que les slogans publicitaires visiblement. Wolf Lévitan a son magasin au 63 du boulevard Magenta. On est dans l'après-guerre, là encore, faut comprendre, on est en 1920 quand Marcel entre comme vendeur dans le magasin. 1920, c'est la reconstruction, c'est l'euphorie, c'est le début de ce qu'on ne tardera plus à appeler les années folles, bien entendu. Les affaires vont bon train, il faut le dire. Et lui, c'est un bon vendeur. Il a un seul petit défaut, c'est un lève-tard. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Eh bien oui, mais Marcel, lui, n'aime pas se lever tôt. D'ailleurs, toute sa vie, il se lèvera tard. C'est un peu son petit luxe à lui. Il n'empêche, c'est un bon vendeur. Voilà ce que nous dit Marcel Germont dans Monsieur Publicité, qui est une biographie également de Marcel Bleustein. Le père de Marcel, nous dit-il, homme de caractère dont la barbe fournie soulignait le respect aux coutumes ancestrales, partageait ses principes entre l'autorité et l'affection, se servant de son jugement pour assouplir en de rares occasions la ligne d'action qui lui servait de règle générale. Il y a quelques années qu'il s'est déterminé à confier la responsabilité de son magasin au mari d'Anna, sa fille aînée, Adolphe Lévitan. On est dans les meubles dans la famille, que voulez-vous ? Et donc c'est Lévitan qui va donner sa chance au gamin. Ça va être une véritable révélation. On voit Marcel s'acharner à la tâche. Il décrypte de façon incroyable la psychologie des clients. Il voit tout de suite. Vous allez me dire maintenant, tous les commerciaux qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont très nombreux, vont se dire, c'est naturel, on fait ça, on sait avec quelques remarques, quelques repères gestuels, de langage, on sait repérer à qui l'on a affaire et on s'adapte aux clients. Mais à cette époque, c'est tout à fait nouveau, il n'y a pas de PNL, il n'y a pas tout ça. Et Marcel, il a ça d'instinct. Même si la concurrence est rude, lui a les secrets pour vendre. Avec vous, Franck Ferrand, à la vie du publicitaire Marcel Bleustein-Blanchet. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la jeunesse du créateur du groupe Publicis, Marcel Bleustein-Blanchet. Oui, je vous ai dit que dans sa famille, on est dans les meubles. J'allais dire, on y est jusqu'au cou. Voilà ce que nous dit Marcel Germont, je le cite. Au 49 boulevard Barbès, Anna, l'aînée avec son mari Adolphe Lévitan. Au 2 du même boulevard, Marie et Nathan Lévitan. Franchi le carrefour Barbès, on arrive au boulevard Magenta où Georges Bleustein tient boutique au 124. Jacques Marcus, époux de la plus jeune des filles, Louisette, et père de Claude, s'est installé au 107, alors que Blanche, la seconde fille, mariée à Emmanuel Réchet, lui fait vis-à-vis au 103. Donc vous voyez qu'on est complètement... c'est vraiment une affaire, c'est une histoire de famille. Alors en 1925, ça c'est la date, c'est le moment de la transfiguration
situation, si je puis dire. Marcel a 19 ans et il voit entrer dans le magasin, il n'est toujours que simple vendeur là pour l'instant, il voit arriver deux jeunes mariés, ce sont des minotiers de l'Est, ils ont l'air tout à fait charmants d'ailleurs, un petit peu tout contents d'être à Paris, ils viennent se meubler, figurez-vous. Ils ont carrément besoin de meubler toute leur maison. Alors ils disent que attention, ils prendront quelques meubles ici, quelques meubles ailleurs, enfin ils regardent. Pour l'instant, ils regardent. Marcel sort le grand jeu, il leur fait leur fait faire un tour complet du magasin, ça dure 4 heures, et il leur établit un devis de 35 000 francs de l'époque, c'est-à-dire énormément d'argent. Il est assez tard, le couple doit retourner à son hôtel et aurait aimé sortir, alors il demande des conseils à Marcel. Et là, ça c'est le coup de génie de Marcel Bleustein qui se dit on va leur faire vraiment le grand jeu. Donc il propose de les conduire lui-même à l'opéra et de les inviter dans sa loge. Seulement, il n'a pas de loge, bien entendu. Donc, il téléphone vite à son beau-frère Adolphe. Il lui demande de trouver une loge à n'importe quel prix, de lui prêter vite sa Renault décapotable. Lui arrive, il passe se changer, il monte dans la Renault, il file à l'hôtel chercher les clients. Et alors là, les clients sont reçus dans la loge, champagne, etc. Au sortir, une table les attend au Café de la Paix. Tout va bien. Ils sont éblouis et en les raccompagnant, parce qu'il a bien fait attention de ne même pas leur parler de commerce et de vente pendant toute la soirée, mais simplement en les raccompagnant à l'hôtel, il propose de boire un dernier verre et là arrive le petit devis et le gros chèque. Marcel rentre chez lui au milieu de la nuit avec son chèque de 35 000 francs. Ça, c'est quand même un coup de maître. Marcel, nous dit Jean Mauduit, sera le plus grand vendeur de son siècle, capable de persuader n'importe qui, un grand annonceur, un ministre, un prix Nobel, le général de Gaulle lui-même. Avec les années, la connaissance des hommes aidant, il deviendra quasiment irrésistible. Le magnétisme de son regard, plus bleu que le bleu, y est sans doute pour quelque chose. La parfaite élégance qui sera sa marque, au physique comme au moral aussi. Surtout, il croit intensément à ce qu'il dit. Je pense que alors là, vraiment, le secret, il est dans cette phrase. Il croit intensément à ce qu'il dit, développe avec un bon sens percutant des arguments dont il a été le premier à découvrir l'évidence. Bref, il parvient à convaincre d'abord parce qu'il est convaincu lui-même. Il aime ce métier de vendeur, bien entendu. Seulement, évidemment, il est aussi attiré par un autre métier, ou plus exactement, il est ébloui par un monsieur qui s'appelle Bernachon, qui est un courtier en publicité. Il vient de temps en temps au magasin pour récupérer les annonces que Marcel a lui-même rédigées à la demande de son beau-frère. Il est tiré à 4 épingles, Bernachon, nous dit Jean Mauduit. Il porte des complets éblouissants, il roule en voiture de maître avec chauffeur, il a des manières désinvoltes de l'homme à qui tout réussit. Marcel est subjugué. Il veut devenir Bernachon, ce petit Marcel, en fait. Il lui dit, mais enfin, monsieur, mais dans quoi travaillez-vous? Expliquez-moi ce que vous faites, etc. Et l'autre est flatté, bien entendu. Il lui explique en 2 mots quel est son métier. Je suis publicitaire, petit. Ah, ça, publicitaire, ça va devenir le but. Ça va devenir l'ambition de Marcel Bleustein. Il est convaincu que c'est dans ce domaine-là que lui aussi fera fortune et peut-être plus encore. Le problème, c'est qu'il faut convaincre la famille et convaincre notamment Monsieur Bleustein père. Ça, c'est pas évident. Alors il y va, vous savez, il marche vraiment sur des œufs. Il ne sait pas trop comment annoncer ça à son père. Et puis, finalement, son père prend très bien la nouvelle. Alors comme ça, tu as envie de vendre des courants d'air, lui dit-il. Vous savez, dans le commerce, c'est une expression assez répandue. Ça, vendre des courants d'air, c'est-à-dire vendre de l'immatériel. C'est un peu le rêve de tous les détaillants dans les matières les plus diverses. Marcel ne répond pas, il a envie de répondre que ce sont ces courants d'air-là qui font tourner les affaires, seulement il n'ose rien dire, long silence. Et puis le patriarche hausse les épaules, comme quelqu'un qui en prend son parti, il dit « Va mon fils, va, je ne veux pas m'opposer à ta volonté, car plus tard tu pourrais me le reprocher. » Et voilà donc comment Marcel Bleustein est entré dans le monde de tout à fait naissant, encore balbutiant de la publicité. Alors il lui faut quand même accomplir ses obligations militaires, n'est-ce pas ? Donc il va aller à Versailles, il s'engage pour une durée de 3 ans à Saint-Cyr. C'est pas mal parce qu'il y a là toute une escadre, une escadrille en tout cas, et donc il va apprendre à piloter. Il sera pilote plus tard encore, d'ailleurs dans l'aviation civile, il aura des avions privés, etc.
À la fin de 1926, donc, je vous l'ai dit, il décide de créer sa propre agence de pub avec son frère Georges. Il trouve donc ce nom de Publicis. Ils occupent un petit 2 pièces au 17 de la rue du Faubourg Montmartre. Le rez-de-chaussée est occupé par l'officine d'un charcutier qui prépare lui-même ses produits, si bien qu'une odeur de boudin et d'andouillettes folâtre dans la cour, nous dira Marcel Bleustein-Blanchet. Il embauche une secrétaire, il s'achète un chapeau melon pour faire bien, un 3 pièces pour aller avec, et le voilà qui commence à démarcher un certain nombre de clients. Sauf que, à cette époque, les clients ne voient pas du tout, mais alors pas du tout, l'intérêt de la publicité. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission et nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou #ACDH ou bien sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous reviendrons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur Marcel Bleustein-Blanchet, le créateur du groupe Publicis. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au tout début de Marcel Bleustein-Blanchet en tant que publicitaire. Alors, Marcel, évidemment, au début, se heurte à cette espèce de scepticisme général qui fait qu'en France, à l'époque, on s'intéresse très peu à la publicité. C'est sa mère, cette Élise Bleustein, qui lui a donné son carnet d'adresses et qui va le présenter. Je vous ai dit qu'elle était très active dans un milieu caritatif, etc. Elle lui présente notamment Nathan Belin, qui est le propriétaire du comptoir Cardinet. On est avenue de Clichy, c'est un magasin qui vend de la vaisselle, des couverts, de l'horlogerie, etc. Et là, le jeune Marcel a 2 intuitions, parce que ça, il ne l'a pas appris. La première, c'est qu'il ne faut pas vanter la marchandise. Il faut la présenter telle qu'elle est et donner envie de l'acquérir. C'est très différent. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas vouloir parler de tout et faire des publicités à rallonge. Il faut choisir quelques articles. Alors dans la boutique, il va choisir une ménagère et une pendule qu'il trouve sympathique, si je puis dire, et il va, comme on dit, mettre le paquet là-dessus, moyennant quoi les ventes décollent littéralement. Quand je vous dis, il a le don de tout ça, il n'y a rien à faire. Évidemment, il sent bien néanmoins qu'en France, on est limité, et le voilà parti bientôt pour les États-Unis. Il prend le bateau en juillet 1929. Ça veut dire qu'il a 23 ans, vous imaginez. Et à 23 ans, alors qu'il parle quasiment pas anglais, ou très très mal, très peu, il est parti à l'assaut de New York. Il va se retrouver au bout de 8 jours dans le bureau de Walter Thompson. Walter Thompson sur Madison Avenue, c'est le grand publicitaire de l'époque aux États-Unis. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis de la fin des années 20, on est là juste à la veille de la grande crise, hein, les États-Unis ont 50 ans d'avance sur l'Europe en matière de publicité. Là-bas, un grand publicitaire est une personne très respectée, valorisée, reconnue. J'ai reçu en cadeau une véritable révélation du monde moderne, écrira plus tard Marcel Bleustein-Blanchet. Toute ma carrière en a été imprégnée. Et il rentre de là-bas avec une sorte de confiance en lui incroyable. Il décide qu'on va passer d'emblée à une autre échelle. Le petit 2 pièces, c'est terminé. Il demande à un de ses clients de lui louer des locaux beaucoup plus grands, boulevard de Strasbourg. Et puis, il s'intéresse à la radio. Et nous allons y venir dans un instant avec Pierre Lescure. C'est par la radio que Marcel Bleustein-Blanchet va faire triompher la publicité en France. Il dévoile son projet au propriétaire d'une radio de Bordeaux, nous dit Jean Mauduit, organiser chaque soir sur l'antenne une tombola dotée de prix d'une valeur très supérieur au montant de la cotisation, parce qu'à l'époque il fallait s'abonner pour qu'existent les radios, mais réservé aux seuls adhérents, ce qui ne manquera pas d'inciter de nouveaux auditeurs à entrer dans l'association. Et ça marche, et ça va être multiplié, popularisé. Bientôt, Marcel Bleustein-Blanchet sera à la tête d'une 20aine de stations publiques et privées également, auxquelles il propose d'assurer des revenus publicitaires. On va parler des antennes de Publicis, c'est tout ce grand réseau de l'avant-guerre, avec des marques comme Banania, Floraline, Rivoire et Carré, Montsavon, Saint-Raphaël, etc., qui vont faire la fortune de Marcel Bleustein-Blanchet. Il quitte bientôt le boulevard de Strasbourg pour le boulevard Haussmann, puis le boulevard Haussmann pour les célèbres locaux qui existent toujours tout en haut des Champs-Élysées, au pied de l'Arc de Triomphe. En 1934, Monsieur Marcel est déjà millionnaire. Bonjour Pierre Lescure, nous allons parler de Marcel Bleustein-Blanchet, mais aussi de tous les autres publicitaires et puis de la publicité, de ce qu'elle est devenue à travers les décennies en votre compagnie. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et c'est la publicité qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Pierre Lescure, journaliste, spécialiste des médias et président du Festival de Cannes 2015, auteur de marques et pubs cultes années 1940-1960 aux éditions de La Martinière. Oui, on peut dire que Pierre Lescure fait partie de ces personnalités qu'on ne présente pas, ce qui est assez pratique. Alors merci d'être ici, merci d'avoir fait ce livre qui nous rappelle tellement de souvenirs. Nos auditeurs là ont écrit sur Facebook pour raconter justement leurs propres souvenirs de publicité. On va y venir. Pour clore le beau chapitre Marcel Bleustein-Blanchet, je dis clore, je l'ai laissé encore tout jeune, il va continuer sa carrière jusque très tard dans le XXe siècle. C'est la radio, je crois, dont on peut dire qu'elle a tout transformé. C'est elle qui lui a donné cette extraordinaire étoffe. C'est la radio qui lui a donné cette étoffe parce qu'il va pouvoir mettre en pratique son sens du slogan, qui ensuite va vous renvoyer dans les magasins où il y aura la démarche publicitaire et l'argumentaire, mais c'est avant tout le slogan, le jingle, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les gimmicks qui font que Marcel a compris cela. Il est créatif et il a tout compris de ce qu'il vient de vivre, vous l'avez très bien dit, aux États-Unis. On peut dire qu'un grand nombre d'ailleurs des révolutions du XXe siècle en matière de comportement d'une façon générale et de consommation en particulier sont venues des États-Unis. On connaîtra 20 ans ou 25 ans plus tard la révolution de la grande distribution. Ce sont également des gens qui se promènent aux États-Unis, qui voient comment ça se passe là-bas et qui importent en quelque sorte les mœurs américaines sur le continent européen. Il y a chez Marcel Bleustein-Blanchet quelque chose de plus, si je puis dire. Il y a une sorte d'esprit de la publicité. Ça, c'est assez extraordinaire. Absolument. Sans Marcel Bleustein-Blanchet, je pense qu'il n'y aurait pas eu en France cette génération d'affichistes, cette génération de créatifs qui ont ce quelque chose en plus. Parce que Marcel leur a donné envie, eux qui avaient souvent, les affichistes, fait des études dans l'art déco, et qui se destinaient à l'architecture ou à la décoration d'intérieur, il leur a donné envie d'apporter de l'esthétique dans la publicité, ce que les Américains n'ont pas toujours eu. Alors nous avons diffusé sur Facebook en préambule à cette émission un certain nombre d'affiches extrêmement célèbres où on voit la bonne vache qui rit qui est en train de se fendre la pêche, si je puis dire, le bébé Cadom également. C'est extraordinaire, Franck, le bébé Cadom, parce que vous savez, à l'époque, on en est encore, c'est pour ça qu'il va être partout en France, dans les journaux et sur les panneaux, parce que l'affiche est très importante, car on est en période de reconstruction dans l'immédiat après-guerre. Voilà. Donc il y a énormément de panneaux qui cachent les chantiers, et donc énormément de place pour les affiches, et personne ne trouve ça gênant. On n'est pas encore à Grenoble. Si alors il y a également, sur la mosaïque que nous avons présentée, il y a la célèbre affiche Yabon Banania, et alors là tout de suite ça pose problème, inutile de vous dire. Alors je sais qu'aujourd'hui on dit que en matière d'humour comme en matière d'expression un peu caricaturale, on ne peut plus rien dire. Mais c'est vrai que quand vous voyez par rapport au débat récent autour de Christiane Taubira, quand vous voyez cette affiche d'Hervé Morvan, génial affichiste, il y a le beau visage, le bon visage de Monsieur Banania, mais ses bras et ses jambes sont représentés par deux bananes. Et c'est vrai que quand vous voyez cette affiche, qui est sur un bleu absolument magnifique, un bleu clin, l'affiche est, si j'ose dire, belle, elle est bienveillante, elle plaît aux parents comme aux enfants, mais 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, c'est un truc qui ne peut pas passer. Il faut recontextualiser. Il faut totalement recontextualiser. Et puis il faut dire aussi à l'époque qu'il n'y a aucune réticence à évoquer les colonies. Vous verrez dans le bouquin, et vous avez vu dans le bouquin, une publicité pour les Vespa, où on dit la Vespa, c'est le coup de main pour l'Africain. Mais bien sûr. C'est un truc... Alors, il y a eu de très grands affichistes, puisque vous parlez des affichistes, il y a eu des artistes extraordinaires, on pense à Mucha à l'époque de l'Art Nouveau, on pense à Cassandre à l'époque de l'Art Déco. Cassandre, essentiel. Et fabuleux. Vous commencez au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en fait. On est sur une période un peu plus récente. Cette période des balbutiements de la publicité, vous la laissez un peu de côté, enfin vous la réservez au tout début, pour voir s'épanouir la publicité à sa grande époque. Parce que la grande époque publicitaire, on va dire, c'est les années 50. Absolument.
mais c'est aussi contemporain de la reconstruction. C'est ça. Et la publicité, on va la voir évoluer. D'abord, elle vous donne un peu de confort. Elle vous explique comment on peut passer du garde-manger à la glacière, de la glacière au réfrigérateur. Elle vous explique comment on peut peut-être perdre moins de temps à faire la lessive. Mais on est vraiment dans la reconstruction. Ce qui fait que, par exemple, sur Bébé Cadom, qu'on évoquait tout à l'heure, on apprend aussi l'hygiène à toute une population. On se moque souvent des Français qui se lavent moins les dents que certains autres Européens. Il n'empêche qu'à l'époque, même des médecins vous disaient il ne faut pas donner trop de bains aux enfants. Donc Bébé Cadom va être dans sa présence incessante partout dans les murs et dans les journaux et à la radio. Il est le symbole de cette ère nouvelle où il n'est pas si mauvais de prendre un bain. On a l'impression, alors évidemment, c'est normal qu'avec le temps, les mauvais souvenirs s'estompent et les bons demeurent. C'est toujours comme ça. Mais on a l'impression, quand on feuillette votre album, qu'on était particulièrement heureux pendant toute cette période. Tout ça a l'air de respirer la santé, la joie de vivre, le sourire. Alors, évidemment, on retient que le meilleur, mais c'était pas si mauvais. On sortait quand même de 5 années abominables, quelle qu'ait été votre condition, et si j'ose dire votre position, on sort de 5 années abominables, on reconstruit, et au moment où on reconstruit, on va commencer à entrer doucement, mais absolument, dans la société des loisirs. On le voit même, y compris, je regarde Céline, dans l'art ménager. Moulinex va commencer par dire, achetez-lui des produits Moulinex, elle vous fera des bons petits plats, parce que bien entendu, elle reste à la maison. On va attendre quelques années, et la publicité va changer, c'est Moulinex libère la femme. Et il y a cette affiche magnifique, où une femme qui porte une jupe et une robe, un ensemble assez élégant et fantaisiste, jette son tablier, car effectivement, Moulinex la libère. Donc, on est dans les 30 Glorieuses, on est dans la reconstruction. Et moi qui suis né en 45, je n'ai pas le souvenir qu'on ait évoqué du chômage. Quand on perdait son emploi, on en retrouvait un la semaine suivante. Oui, c'est ça. Il y avait cette espèce d'opulence générale, évidemment. On va venir sur un certain nombre des publicités en détail. Ce que je vous propose, c'est d'entendre quelques publicités radiophoniques, parce que la publicité, ce sont les affiches, bien entendu, ce sont les pages dans les magazines et dans les journaux. Mais à l'époque, c'est d'abord la publicité radio. Férinel 225 70 20, t'as besoin de vacances, hein? Férinel, propriétaire à la mer. Formidable. Oui, il est même 3 fois formidable, le nouveau Montsavon habillé d'or. Formidable et nouveau par son habillage d'or. Formidable et nouveau par son parfum plus subtil de lavande des Alpes. Formidable et nouveau par sa mousse abondante, même en eau calcaire. Telles sont les qualités du Montsavon, 3 fois nouveau, du Montsavon habillé d'or. Il était une fois la nature, la bonne humeur et la mère Denis. La mère Denis, 82 ans, 2 bonnes grandes mains de lavandière et l'amour du travail bien fait. N'importe quel ouvrage que je fais, c'est bien. C'est plus vrai. Ils disaient tous que je l'avais bien, mesdames. Comme la mère Denis, les machines à laver Vedette rincent en profondeur. Vedette mérite votre confiance. Vedette mérite votre confiance. Et normalement, la mère Denis doit dire « ça c'est vrai, ça ». Il y a un côté n'est-ce pas? Je l'ai beaucoup entendu. Il y a un côté ressassement dans la publicité qu'il ne faut pas négliger. Évidemment, il y a un petit côté matraquage. D'abord, la radio est en pleine explosion. Europe 1 est né dans les années 50. 1955, oui, bien sûr. Vous allez nous raconter ça bientôt pour le 60e anniversaire. Mais on n'est pas encore dans cette captation de l'auditeur. Il n'y a pas cette continuité d'écoute. Ce qui fait qu'il faut répéter beaucoup pour essayer d'avoir au moins une fois dans la journée la personne visée. Alors, avec vous, dans un instant, Pierre Lescure, nous continuons à feuilleter le bel album des photos, j'allais dire publicitaires, de notre enfance. Pour durer. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Marque et pub culte années 1940-1960, c'est le titre de l'ouvrage de Pierre Lescure que vous recevez cet après-midi, Franck Ferrand, pour nous parler publicité, ce qui fait beaucoup réagir nos auditeurs. Ah oui, j'ai énormément de réactions, à commencer par Grégoire qui est tout content qu'on ait retenu sa suggestion d'émission. Alors, je veux pas vous décevoir Grégoire, mais je crois que votre suggestion est arrivée un tout petit peu après la programmation, mais en même temps, ça prouve que nous sommes sur la même longueur d'onde. Il est bien, ce Grégoire. N'est-ce pas? Sylvain dit qu'en tant que Nantais, il a toujours admiré les réclames pour Lu, BN, Galette Saint-Michel, Cassegrain, etc. Mais oui, chacun a sa publicité d'une certaine manière. Marie-Do nous dit... Lu est intéressant, Franck, parce que, par exemple, c'est pour moi le symbole des sigles qu'on ne bouge pas, qui sont inaltérables. On peut éventuellement écarter un peu le caractère, l'épaissir, mais vous regardez Lu de 40 à aujourd'hui, ça ne bouge Lu pas. demeure. Oui. C'est Lefebvre utile au départ. Hein. C'est Lefebvre utile au départ, mais comme quoi, quand on ne joue pas avec les logos comme avec des allumettes, c'est que la marque est en bonne santé. Mais bien sûr. Marie-Do Minique nous dit qu'elle est collectionneuse de buvards de réclame et qu'elle a aussi une belle collection de porte-clés des années 60. Jean-Pierre nous parle de Cassandre. Alors oui, justement, hein, le grand affichiste qui avait fait les affiches pour du beau, du bon, du bonnet, le paquebot Normandie, bien entendu, l'étoile du Nord, etc. Et à ce propos, c'est Manuel qui nous dit qu'il faut voir l'exposition des Champs Libres à Rennes, une exposition superbe dont le titre est « L'histoire de France racontée par la publicité ». Effectivement, l'affiche et la publicité plus généralement relèvent de l'art. On peut dire qu'il y a un art publicitaire. Ça, c'est ce qui transparaît lorsqu'on feuillette votre album, Pierre Lescure. J'ai le sentiment, Franck, que c'est même un art publicitaire que la France peut revendiquer. Voilà. C'est notre spécificité. Exactement. Parce qu'on est plus dans l'illustration avant-guerre et après-guerre aux États-Unis. On est plus dans l'explication. Ensuite, à la télévision, on sera dans la démonstration. Ce sera presque du téléachat. En France, parce qu'on est dans la reconstruction, parce qu'il y a de la place pour mettre des affiches, plus le métro qui va se développant, bien sûr, et qui devient un transport très commun, l'affiche est partout. Et la plupart des affichistes, qu'il s'agisse de Savignac, d'Hervé Morvan, celui qui avait fait Banania, bien sûr, mais qui avait fait aussi la première publicité Orangina. Vous savez, on n'avait pas le droit de faire de publicité pour un jus de fruits dès lors qu'il n'y avait pas 80% de ce fruit naturellement dans le produit. Donc, il fallait pas montrer d'orange. C'est lui qui a trouvé l'idée de la pelure qui fait d'un seul coup la forme de la bouteille, qui fait en même temps un parasol et qui a fait que Orangina s'est répandu. Ça, c'est Hervé Morvan. Après, il y a eu Villemot pour Orangina, je crois. Il y a eu Villemot qui a poursuivi le travail de Morvan. Vous avez par exemple des gens comme Gruau, qui vient lui aussi de l'art déco et du royaume de l'affiche, mais qui sont tous sortis d'écoles de design et d'écoles artistiques. Scandale, c'est extraordinaire parce que c'est un type qui fabrique des gaines avec des lacets, et puis un jour, il trouve dans la valise d'un représentant, ce fabricant trouve un tulle élastique. Il va créer les premières gaines élastiques. Évidemment, ça épouse beaucoup plus les formes féminines. La secrétaire du propriétaire dit « c'est un scandale », ça va s'appeler scandale. On confie la publicité à Gruau, grand affichiste, qui, vous regardez sur le site de l'émission, l'affiche scandale, elle est d'une modernité avec cette jeune femme cachée par son chapeau et par le magazine qu'elle est en train de lire, les jambes croisées sur un canapé, il y a un escarpin qui flotte, mais elle porte des bas scandales. Pour l'instant, elle a encore des bas, elle a encore tout ce qu'il faut. Bientôt, on va aller vers le nu, mais ça, c'est plus tard. Quand arrive le nu, quand je dis arrive, quand le nu se met-il à envahir littéralement la publicité? Il faudra vraiment attendre la fin des années 60. C'est ça. Jusque-là, on est plus dans l'humour. Par exemple, pour la publicité Petit Bateau, papa, maman et le petit garçon ont leur nudité cachée par un petit bateau. Mais bien sûr, s'ils avaient les sous-vêtements, ils pourraient sortir plus tranquillement. Mais voilà. Donc c'est à travers toutes ces publicités un peu de notre imaginaire collectif qui apparaît finalement. C'est un peu comme si on pouvait projeter sur un écran l'arrière-fond de pensée des Français des différentes époques. C'est ça qui est étonnant. C'est exactement cela, parce qu'à l'époque, il y a encore une liberté. Le marketing, c'est tout le génie de Marcel. Marcel a le sens de la vente, il a le sens du slogan. Marcel Bleustein, encore Marcel Bleustein-Blanchet que vous avez évoqué si joliment tout à l'heure, mais on n'est pas encore dans le marketing qui contraint.
c'est encore le créatif qui tient la main. Alors il y a la télévision aussi, bien entendu, qui va donner à la publicité une place peut-être encore plus grande dans le quotidien de chacun. Et là, c'est un peu moins artistique et c'est un peu plus envahissant d'une certaine manière. Je vous propose d'écouter quelques publicités. Oh là, on est dans les années 70-80 même. Oui, quand nous serons mariés, nous serons heureux longtemps, dans nos meubles qui viendront de chez l'Évitant. Ces senteurs épicées de girofle et de coriandre, et cette tendre subtilité boisée. Cool, man. Elle m'avait dit, t'es mon poteau, si t'as besoin de moi, t'as qu'à me siffler, je viendrai te rejoindre dans ton bistrot, promis juré. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Vas-y, c'est bon, c'est bon. Y'a des fruits, y'a de l'eau et des fruits. Dis, donne-nous un peu de ton fromage. Tout le monde t'aime tant, belle des champs. Moi j'ai trouvé un pays rêvé, dans lequel toutes les spécialités sont là pour améliorer votre confort. C'est vraiment un pays en or. Je conduis amoureux, je fais en Citroën. J'aime. Alors évidemment, il y aurait encore bien d'autres chansons. C'est une autre forme d'art là. C'est la chanson publicitaire. C'est pas négligeable non plus. C'est pas négligeable. Il y a même des studios et des agences de publicité qui vont se consacrer uniquement au message publicitaire radiophonique et à la chanson publicitaire radiophonique. Alors on a beaucoup parlé là de publicité, mais votre livre parle aussi et peut-être surtout, c'est ce que j'ai trouvé de très passionnant, des marques, Pierre Lescure. Ça c'est un phénomène également qu'on va voir naître alors beaucoup plus tôt, dans le XVIIIe siècle, mais qui explose dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est la dimension sacro-sainte de la marque. Moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que, vous savez, c'est comme Europe. Je dis ça sans démagogie. Nous sommes entourés de logos européens. Vous êtes entourés de logos européens, mais moi qui suis né en 45 et ceux qui sont nés il y a 15 ans, quand on dit européen, quand on entend le son, l'annonce d'un flash, quand on entend les musiques et le son d'une radio, d'un seul coup, d'autres visages, d'autres voix reviennent. Il y a toute une mémoire collective qui est à l'œuvre. Ce qui est vrai pour la radio est vrai pour beaucoup de choses qui ont accompagné votre enfance, qui ont ensuite accompagné l'enfance de vos enfants, et une marque qui demeure, une marque qui accompagne votre vie dans son illustration, dans son son, dans son message et dans son service rendu, c'est une valeur inestimable. Et dans les rêves de chacun, parce que c'est ça qui est étonnant, c'est que ces marques et la publicité qui les met en avant sont en quelque sorte non seulement le reflet de notre imaginaire, je disais tout à l'heure, mais aussi le reflet de nos rêves. Regarde des affiches de Savignac sur les avions, par exemple, on transporte les gens littéralement par la pensée là et par le rêve. C'est une très belle affiche, effectivement, où on voit un homme qui a la petite mallette en tissu Air France, les premières mallettes, parce que vous savez, c'est quand même l'époque le milieu des années 50 quand on construit l'aéroport d'Orly. C'est une promenade. On part le dimanche, mais le dimanche assez tôt pour avoir une place sur la terrasse et voir décoller les avions. Et ils sont privilégiés, ceux qui prennent l'avion. Donc il faut populariser ça. Et on le confie à Savignac, qui trouve ce slogan « J'y vole, donc j'y suis », et il a sa petite valise et il s'envole. Pierre Lescure, 30 ans d'histoire des marques, ça s'appelle Marques et pub culte, des années 40 aux années 60 comprises et même largement. C'est édité chez La Martinière et c'est un véritable voyage au pays de nos rêves. J'allais dire passé, mais ce qui est très étonnant, c'est de voir à quel point tout ça fait encore partie de la culture et du patrimoine. C'est entré dans le patrimoine, en quelque sorte. C'est totalement entré dans le patrimoine. Et tout à l'heure, le nombre de vedettes de la chanson qu'on a entendu dans votre sélection tout à l'heure, de Julien Clerc à Henri Salvador, en passant par Renaud. Et en commençant par Trenet. Et en commençant par Trenet. Ça fait partie de nos vies. Et aujourd'hui, il ne viendrait à personne l'idée de s'en priver. Merci beaucoup Pierre Lescure. On aurait pu faire au moins 10 émissions sur le sujet. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Stéphane. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait savoir d'où vient le mot Yankee. Alors les Yankees, pour nous, aujourd'hui, c'est les Américains de souche, mais pendant longtemps, et vous savez qu'au moment notamment de la guerre de sécession, c'est la façon dont les sudistes surnommaient, et je vous prie de croire que c'était très péjoratif, les gens du Nord, bien entendu, les nordistes. Alors il y a deux sources possibles. Soit ce sont les Indiens. On dit que c'est notamment le terme Yankos, qui signifiait invincible dans un certain dialecte indien. C'était peut-être aussi la façon dont les Indiens prononcer le mot English qui aurait donné Yankee. Ça, moi, je vois pas bien comment, mais enfin bon. Ça pourrait être aussi la traduction de Cherokee. Tout ça est un peu compliqué. Je crois plutôt que Yankee vient des Néerlandais. Vous savez, quand les Hollandais, il y a tous ces colons qui arrivent dans les années 1660, 1670, qui sont en train de coloniser littéralement le continent, enfin toute l'Amérique du Nord. Et alors, il y a là deux possibilités. C'est Roger Martin qui nous dit ça dans Les États-Unis, Empire du Mal, avec un point d'interrogation. Il nous dit que, d'une part, la première explication évoque un pirate des Caraïbes appelé Yankee Dutch, ou Captain Yankee. Le prénom aurait été Jan. Alors, vous savez que Jan, le diminutif en néerlandais, ça donne Janke. De Janke, ça aurait donné Yankee. Bon, ça, je trouve ça déjà beaucoup plus convaincant, moi. Et puis, l'autre possibilité, ça ferait dériver ce terme du Jan Kaas, c'est-à-dire John Cheese ou Jean Fromage, si vous voulez, sobriquet volontiers attribué aux Hollandais dans les années 1650-60. Donc, un Hollandais qui débarquait, c'était un Jan Kaas, et ce serait devenu les Yankees. Eh ben, écoutez, au milieu, parmi ces quelques 5 explications possibles, ou 6, je vous propose de faire votre marché.